Alors, c'est pour moi un grand plaisir de me retrouver à l'Ayoun et de vous parler des nouvelles thérapeutiques du diabète. Bien entendu, j'envisage d'abord le traitement anti-hyperglycémiante. Bien entendu, c'est ce que nous savons faire. Alors, comme il a été dit, et comme je vais le reprendre, l'année 2019 a été une année très riche par les publications et de plusieurs recommandations avec de nouvelles approches thérapeutiques. Et je souscris tout à fait avec les remarques de mon ami Al-Gharbi qu'il faut prendre toujours un peu de distance et observer, mais n'empêche, on a quand même une grande facilité, notamment dans l'approche du diabète aujourd'hui, est une approche personnalisée. C'est-à-dire, il faut qu'on dispose si possible, de tous les traitements, mais bien entendu, on utilisera en fonction du cas particulier, en fonction du centre de santé, en fonction de la région où je suis, parce que le diabète d'abord est très complexe et il y a différents types de diabète, différents types de patients, et fort heureusement, différents types de diabète. Quand j'ai commencé la médecine, il n'y avait pas grand-chose pour le traitement du diabète. Aujourd'hui, on dispose de très nombreuses familles efficaces. Alors, quel serait le médicament idéal pour traiter le diabète? Eh bien, c'est celui qui va abaisser la glycémie et l'hémoglobine glyquée. C'est celui qui ne donne pas d'hypoglycémie. C'est celui qui ne donne pas de modification de poids, ou tout au moins, ou permet une réduction du poids. Celui qui réduit le risque cardiovasculaire, Et puis celui qui réduit les lipides, et éventuellement la pression artérielle, et qui n'a pas d'effet secondaire, et qui est bien toléré, et qui ne soit pas très coûteux. Donc vous voyez qu'il y a trop de conditions. En fait, ces conditions, on peut les retrouver. Il y a les mesures hygiéno-diététiques. Les mesures hygiéno-diététiques, elles peuvent faire beaucoup de bien. Leurs avantages, c'est qu'elles sont faciles en théorie, peu coûteuses, efficaces en cas de suivi rigoureux. Pour les gens qui suivent, on obtient des résultats. Mais malheureusement, les inconvénients sont très nombreux. D'abord, elles sont peu efficaces à moyen terme et parfois très difficiles à mettre en place chez certains patients. Nous avons de très nombreux médicaments disponibles au Maroc. Les dernières molécules existent au Maroc, ce qui est aussi un grand avantage, il faut le reconnaître. Il y a des pays voisins où il n'y a pas... En France, il n'y a pas les inhibiteurs de la SGLT2. Bon, peu importe. Nous avons ces dernières années les inhibiteurs de la DPP4. Différents produits existent déjà au Maroc et nous avons les inhibiteurs de SGLT2 dont on a parlé ce matin en long et en large. Et tant mieux, Eh bien, de nouveaux produits qui arrivent associant les SGLT2 et SGLT1. Alors, concernant les incrétines, rapidement, les inhibiteurs de la DPP4, nous avons déjà l'expérience, nous avons de nombreux produits qui existent au Maroc, et tant mieux, et nous avons les analogues du GLP1, dont le chef de file, le liraglutide, qui existe, mais qui est, bien entendu, par voie injectable. Les effets du GLP1, je suis devant un public qui sait de quoi je parle. La sécrétion du GLP1 a lieu au niveau de l'intestin sous l'effet de l'alimentation et cette augmentation, elle va augmenter l'activité des cellules bêta avec une augmentation de la sécrétion d'insuline et une baisse de la sécrétion de glucagon avec une action au niveau du foie, une diminution de la production hépatique du glucose et au niveau de l'estomac, un ralentissement de la vidange gastrique avec un effet sur la satiété et donc une perte du poids qui est fort souhaitée chez le diabétique et le diabétique obèse. Et chez les inhibiteurs de la DPP4, vous avez l'inhibiteur de la DPP4 se joint à la DPP4 pour l'inhiber et entraîner une augmentation du GLP1 active, le GLP1 physiologique. Alors, concernant les inhibiteurs de la DPP4 qui sont utilisés par voie orale, je pense qu'on a tous aujourd'hui une assez grande expérience. Ce sont des médicaments qui réduisent la glycémie, qui n'entraînent pas d'hypoglycémie ou très très peu, qui sont neutres sur le plan pondéral, bien tolérés, utilisés par voie orale. Le coût, il est assez encore, mais ils sont remboursés déjà. Il y a 2 produits qui sont remboursés par la CNOPS et la CNOPS et la CNSS, et il y a une neutralité cardiovasculaire.
comme les études saxagliptine avec l'étude Savor, l'étude Tecos, l'étude Carmelina ont montré qu'il y a une neutralité cardiovasculaire, donc il n'y a pas d'aggravation, il n'y a pas de risque. Et les perspectives d'avenir qui concernent cette classe, c'est qu'il y a une étude Verify qui vient d'être publiée, qui vient d'être faite et qui montre que l'association de la vildagliptine avec la metformine serait plus efficace que la metformine en monothérapie dans le traitement du diabète de type 2, initialement. Donc vous voyez que les recommandations ADA-EASD 2020 iront dans le sens d'une bithérapie d'emblée à base de vildagliptine et attendons-nous à voir ce résultat. Je vous l'annonce dès aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier que les inhibiteurs de la DP4 ont un coût et qu'il n'y a pas il y a absence de preuve d'efficacité sur la prévention des complications à long terme. Il faut du temps encore, 8-10 ans maintenant. Et la sécurité cardiovasculaire, ils sont neutres pour l'instant. Les analogues du GLP-1, c'est-à-dire les analogues les formes injectables, mais il y a aussi des formes orales qui vont arriver. Ils entraînent une baisse de la glycémie et de l'hémoglobine glyquée de façon très modérée. Ils réduisent le poids. Il n'y a pas d'hypoglycémie. Le coût est assez élevé. Ils ne sont pas encore remboursés, le liraglutide au Maroc. Et ils ont des effets secondaires, surtout au début du traitement. Mais ces effets disparaissent quand on les utilise un peu plus longtemps et en commençant à petite dose. Mais la grande nouveauté, c'était la première fois qu'avec l'étude LEADER, qu'on découvre qu'on peut réduire le risque cardiovasculaire avec un traitement anti-hyperglycémiant nouveau. Et bien entendu, l'étude LEADER qui a montré la première fois qu'il y a cette réduction du risque cardiovasculaire et aussi une réduction du risque de complications rénales. De même, plus récemment, avec le sémaglutide, cet effet se précise aussi. Concernant les inhibiteurs du SGLT2, ce sont des glycosuriques. Ma professeure Bentata en a parlé très largement et je la remercie beaucoup. Et il y a longtemps, on cherchait à réduire l'élimination du sucre. Aujourd'hui, on cherche à augmenter l'élimination du sucre. Regardez comment les concepts en médecine peuvent changer. Et donc, chez les personnes saines, la totalité du glucose est réabsorbée par l'air grâce au SGLT2 et au SGLT1. Et pratiquement la totalité du glucose filtré est réabsorbée dans le tube proximal. 90% grâce au SGLT2 et 10% grâce au SGLT1. Quand on utilise ces inhibiteurs de la SGLT2, qui agissent de façon préférentielle, eh bien, on va augmenter l'élimination, on va empêcher la réabsorption et on va éliminer davantage, c'est-à-dire environ 65 grammes de glucose par jour, ce qui n'est pas négligeable, 250 kilocalories, soit l'équivalent de plus de 180 grammes de glucose, avec 180 grammes de glucose filtré par jour par le rein. Ces inhibiteurs des SGLT2, les gliflozines, cette nouvelle famille, elle est là depuis pas très longtemps. Ils abaissent la glycémie, mais de façon très modérée. Avec une durabilité de la réponse, une amélioration des glycémies à jeun et postprandial, il n'y a pas d'hypoglycémie, une perte moyenne de poids de 2 à 4 kg. Il y a des risques, mais qui sont revus, remis en cause, en particulier, il y a toujours faire attention à l'infection urinaire et à l'acidocétose. Et le Dr Ben Omar en a parlé ce matin. L'amputation des orteils, point d'interrogation. Le risque rénal en cas de prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et de produits de contraste. Par contre, les SGLT2 ont montré une efficacité cardiovasculaire importante et qui sont heureusement aussi disponibles au Maroc, ce qui nous permet d'avoir notre propre expérience. Et ça ne veut pas dire qu'on va prescrire le SGLT2 à tous les patients diabétiques, mais ça nous permet de voir plus clair et surtout quand il s'agit de personnaliser le traitement et d'aborder les patients qui sont à haut risque cardiovasculaire. L'étude avec l'empagliflozine, l'Ampareg, avait montré ça de façon spectaculaire et de façon spectaculaire indépendamment du contrôle glycémique.
C'est-à-dire très tôt, il y a une amélioration du risque cardiovasculaire. Donc ce n'est pas la glycémie. En effet, ils agissent probablement par la diminution de la rigidité artérielle, de la modulation hémodynamique rénale et de la réduction de l'albuminurie, ainsi que la diminution de l'acide urique. Donc ils ont différentes façons de faire et que les résultats combinés de ces différents mécanismes ont permis de formuler l'hypothèse selon laquelle les inhibiteurs de SGLT2 pourraient exercer une protection à la fois cardiovasculaire et rénale. Dans l'étude EMPA-REG, l'empagliflozine réduit le risque d'événements cardiovasculaires indésirables chez les diabétiques de type 2, présentant un risque élevé d'événements cardiovasculaires. Et l'étude rapporte également que dans la même population des patients, ce médicament était associé à une aggravation moindre de la neuropathie et un nettement encore moindre des taux d'événements rénaux cliniquement pertinent par rapport au placebo. Dans les différentes études, que ce soit EMPA-REG, Outcome, Canvas ou Declartimi, l'amélioration, la réduction des événements cardiovasculaires, même s'il y a des petites discussions entre les études, mais le plus important, c'est qu'il y a une réduction des événements cardiovasculaires et une protection, une moindre dégradation de la fonction rénale, indépendamment du taux de l'albuminémie ou de l'albuminurie initiale. Donc les inhibiteurs des SGLT2, c'est une bonne sécurité cardiovasculaire avec protection démontrée, des résultats quelque peu hétérogènes, mais certaines controverses, prévention secondaire versus prévention primaire, et surtout un effet protecteur important sur l'insuffisance cardiaque, parce que jusqu'à maintenant l'insuffisance cardiaque a été souvent négligée chez les diabétiques, alors qu'elle existe et qu'elle est mieux documentée. Et les SGLT2 ont une action spécifique et que les effets également protecteurs sur la progression de la dégradation de la fonction rénale. Les dernières recommandations de l'ADA 2019, ADA, EASD, ESC, elles concordent globalement, mais il y a quelques divergences. Bien entendu, c'est normal. Et tout doit être centré. Je pense que ce schéma n'a pas changé depuis 2015, c'est-à-dire qu'il faut individualiser l'approche en fonction des différents facteurs pour chaque patient diabétique, en tenant compte de l'âge, de la morbidité, de l'espérance de vie, etc., etc., et que les recommandations intègrent aujourd'hui l'évaluation du risque cardiovasculaire, et le docteur Ben Omar en a parlé, en distinguant bien le très haut risque, le risque élevé et le risque modéré, en sachant que le diabétique d'emblée est un risque, il est à risque cardiovasculaire, même s'il n'est pas haut ou très haut, et que 2019 a été marqué par une révolution de la prise en charge des diabétiques avec cette introduction de ces nouveaux éléments, et que toutes les recommandations se sont mises d'accord sur la place des SGLT2 et des agonistes du GLP1 dans la protection et la diminution du risque cardiovasculaire chez le diabétique. Alors, dans ce nouveau diagramme de l'ADA-EASD, il est important de noter que sans complications cardiovasculaires, on va, bien entendu, vous voyez, déjà c'est un schéma complexe, important, mais dans cette complexité, ça veut dire qu'on doit tenir compte qu'est-ce qu'on veut pour ce patient en tenant compte de son statut social, médical, de morbidité, etc. Et vous allez voir que lorsqu'il n'y a pas de complications cardiovasculaires, pour de très nombreux patients diabétiques, il n'y a pas de complications cardiovasculaires. Eh bien, pour éviter les hypoglycémies, chez un patient chez qui il est important d'éviter les hypoglycémies. Après, bien entendu, la metformine. La metformine reste l'élément et toujours de base. Eh bien, selon les recommandations internationales, il y a les inhibiteurs de la DPP4, le GLP1, les SGLT2, les thiazolidines n'existent pas au Maroc. Donc, depuis 2009, ils ne sont pas commercialisés. Je pense que la question ne se pose pas. Mais
Si on veut chercher à minimiser le coût, on va s'orienter vers les sulfamides. Si on va réduire le poids, on va s'orienter vers les SGLT2 ou les GLP-1. Donc ça veut dire, derrière ce schéma complexe, il faut que nous, médecins marocains, nous ayons notre vision, notre approche qui se base sur les moyens existants. Ce n'est pas la peine de promettre ou de parler à un patient d'un médicament qu'il ne peut pas acheter. Il ne peut pas acheter alors qu'on a à notre disposition d'autres médicaments tels que les sulfamides. Donc, les sulfamides ne sont pas en première ligne en Europe, mais ils sont toujours en première ligne au Maroc et en Afrique et dans les pays. Mais il faut bien entendu faire le bon usage parce que, quoi qu'on dise, les sulfamides, ils font courir un risque d'hypoglycémie, mais il faut le surveiller, mais ils ont l'ancienneté avec eux, ils ont le coût très faible et la neutralité cardiovasculaire. Maintenant qu'il existe des complications cardiovasculaires, le problème va changer. C'est-à-dire que chez ces patients, il faut, ou rénal, cardiovasculaire ou rénal. À ce moment, on va s'orienter quand c'est possible, quand les possibilités de financement le permettent, on va recourir au GLP-1 ou au SGLT2, en sachant que les SGLT2 demeurent supérieurs lorsqu'il s'agit de problèmes rénaux. Dans les recommandations françaises, la SFD, ça c'est le groupe d'experts, mais c'est ce qui n'est pas sur le plan pratique en France, parce que les SGLT2 ne sont pas remboursés. Et ils n'existent pas encore en France. Donc vous voyez, et bien entendu, les experts français ont raison de pousser vers l'introduction des médicaments nouveaux qui sont utilisés juste à côté, en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Espagne. Alors, je pense... donc, metformine, tout le temps, pour tous les diabétiques, même si l'Association européenne de cardiologie met un bémol à la metformine. Mais le plus important, c'est que la metformine reste pour... même si ce qu'elle a de plus important, à part le KPDS, c'est l'ancienneté et le coût très faible. Et l'expérience des médecins. L'expérience. Tout le monde a l'expérience de la metformine. Tout le monde maîtrise bien la metformine et c'est un traitement qui a plusieurs actions et le professeur Chrabi en a bien expliqué et qu'elle a au moins 14 ou 15 effets positifs. Professeur Lalo, qui est un ami du Maroc et qui vient souvent pour parler de la metformine, ne cesse de lui trouver toujours des vertus et des actions nouvelles non liées au diabète. Alors, ce qui a changé un petit peu dans l'approche, c'est que la monothérapie, la metformine n'est pas dans les nouvelles recommandations de la cardiologie. Ils préconisent, lorsqu'il y a des complications cardiovasculaires, de penser immédiatement au SGLT2 et au GLP-1. Et la metformine, dans les nouvelles recommandations de 2013, depuis, des nouveautés sont apparues par rapport aux recommandations de 2013. Selon la Société de cardiologie européenne, elle n'est pas considérée comme une molécule de référence. Sa prescription ne doit être envisagée que chez les patients ayant un diabète de type 2 à risque cardiovasculaire modéré ou nul. Point d'interrogation. Alors que dans l'ADA et le ASD, elle est la metformine avant tout. Au Maroc, nous considérons et nous pensons et nous continuons à penser que la metformine doit rester notre cheval de bataille jusqu'à ce que d'autres études viennent montrer la supériorité d'autres molécules rivalisant avec la metformine. Il n'y a pas beaucoup de molécules qui vont rivaliser avec la metformine. Donc, dans les autres différences avec les sociétés savantes, la prévention du diabète de type 2. Dans la metformine doit être envisagée chez les personnes atteintes de prédiabète, en particulier lorsque l'IMC est supérieur à 35 et dans les antécédents de diabète gestationnel. Mais pour le Maroc, on n'a pas l'AMM.
Donc, on veut les utiliser, mais on n'a pas l'AMM. Donc, sachez que faire attention, mais on est convaincu, dès que l'AMM sera donnée, que probablement, aussi bien dans le prédiabète que chez les obèses, en sachant que la metformine, ce matin j'ai entendu dire qu'elle ne fait pas perdre de poids. Chez certains patients, elle fait perdre de poids. Chez d'autres, elle ne fait pas perdre de poids. Bien sûr, n'oubliez pas que la chirurgie bariatrique est proposée, ce n'est pas un médicament, mais qu'elle a sa place, une petite place quand même, chez les patients qui sont très obèses, mais elle ne doit pas être, bien entendu, elle peut faire à elle seule l'objet d'une séance à part, et je pense que le professeur Ansari en sait beaucoup là-dessus, et ce traitement permet quand même, si les patients très obèses, diabétiques, ça augmente les chances de rémission du diabète, ça améliore le métabolisme, ça allège le traitement médicamenteux, ça diminue la pression artérielle, mais ça expose à d'autres complications nutritionnelles. Donc il faut être conscient des effets et des avantages et des inconvénients d'une telle chirurgie qui doit être pratiquée par une équipe entraînée et travaillant avec les endocrinos et les psychiatres. Sur le plan de la sécurité cardiovasculaire des sulfamides, j'en ai dit un petit mot. Ils ont encore leur place et l'étude Carolina vient de le montrer qu'un sulfamide avec un inhibiteur de la DPP4, c'est la même chose. Donc, restons. C'est pour ça que ces études sont importantes et vont nous aider. Alors, là, je parle de l'avenir. Il y a déjà des travaux sur les glymimes. C'est des médicaments qui agissent au niveau de l'activité mitochondriale. Les essais sont au Japon. Ils vont venir, on va les voir, je pense, début 2020. On va voir d'autres molécules, on va entendre parler dans les congrès, dans les réunions. Et ça, pour nous, c'est très important. Donc, les SGLT2 et les agonistes du GLP1, réduction sur la mortalité, c'est prouvé. Pour les deux, sur les problèmes de l'insuffisance cardiaque, les SGLT2, et pour les patients avec la réduction de la fonction rénale aussi, c'est les SGLT2. Donc, vous voyez que les SGLT2 sont en train de prendre le pas et qu'ils vont être utilisés non seulement par les endocrinos, mais beaucoup par les néphros et les cardios. Et c'est pour ça que je pense que les messages de ce matin de mon ami Alami et de Madame Tata sont importants. Et on doit travailler ensemble parce que les activités de ces médicaments, elles touchent à des sphères parfois plus importantes que l'hyperglycémie. Vous voyez sur ce schéma les études qui sont en cours, qui vont arriver, mais toujours avec la mortalité cardiovasculaire, avec les risques cardiovasculaires, et tant mieux, par ces médicaments. Et je termine, n'oublions pas l'essentiel. Mes chers amis, il faut manger moins, il faut manger mieux et il faut bouger plus. Ça peut faire beaucoup de bien avant le recours aux médicaments.